Je lance cette deuxième émission depuis le stand en l'honneur de l'Argentine. C'est parti! Nous sommes chez Robert Laffont et je vais vous présenter un livre qui m'a interpellée qui s'appelle Les 100, qui va bientôt avoir une chronique au Croque Lecture. Je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis des siècles, plus personne n'a posé le pied sur terre. Le compte à rebours a commencé. 2,48, 2,47, 2,46. Ils sont 100, tous mineurs, tous accusés de crimes passibles de la peine de mort. 1,32, 1,31, 1,30. Après des centaines d'années d'exil dans l'espace, le Conseil leur accorde une seconde chance qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Retourner sur Terre. 0,45, 0,44, 0,43. Seulement là-bas, l'atmosphère est toujours potentiellement radioactive et à peine débarqués, les 100 risquent de mourir. 003, 002, 001. Amour, haine, secret, enfoui et trahison. Comment se racheter une conduite quand on n'a plus que quelques heures à vivre? C'est assez difficile de faire un résumé de dossier Océan sans dévoiler ce qui s'est passé. Je dirais que c'est une histoire qui est très serrée, qui se passe en très peu de temps, 3-4 jours, sur un très petit territoire. C'est l'histoire d'une adolescente qui est fermée, qui est bloquée, qui est dans une situation, dans un point mort, et qui va devoir finalement dérouler les fils d'une histoire qui la dépasse au départ et qui se passe sur une plage. Un crime s'est passé sur une plage. Elle va y être mêlée, elle ne sait pas vraiment pourquoi, et elle va devoir comprendre ce qui s'est passé 16 ans avant sur cette plage. Alors voilà, je trouve que c'est très difficile de résumer ce livre. Voilà. Dans ce roman, vous mélangez le genre tranche de vie et roman noir. Est-ce que cela a été difficile ? Non, je dirais que c'est pas ça qui a été difficile. Ce qui a été difficile, c'est d'abord, la narratrice ne parle pas. Les 3/4 du livre, c'est une voix intérieure, elle ne dit pas un mot aux autres. Donc ça, c'était assez compliqué. C'était de resserrer l'histoire comme ça, de la rendre comme un huis clos un peu. Je voulais qu'il y ait très peu de personnages, très peu de déplacements. Ça, c'était assez difficile. Après, tout ce qui est la tension, faire peur, j'adore. Je trouve, voilà, j'ai un petit plaisir sadique à faire ça et je trouve que ça, c'est pas difficile. Ce qui était compliqué, oui, voilà, c'était de resserrer vraiment l'histoire comme ça. Et aussi, bon, l'éditrice m'a beaucoup aidé à exagérer ce côté huis clos et je trouve que c'était bien parce qu'à un moment, j'avais besoin d'un appui et d'être confortée dans cette démarche. Parce que, voilà, c'était... Même pour moi, la tension était assez dure dans ce temps qui est assez court, et ce personnage aussi qui est extrêmement tendu et bloqué. J'ai adoré l'héroïne, Brune, qui est très mystérieuse et donne beaucoup de suspense au roman. Comment avez-vous imaginé ce personnage ? Alors, je l'ai imaginée silencieuse tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Au départ, elle s'appelait Lise. Et quand j'ai fini la première version, je me suis dit, mais en fait, elle s'appelle pas Lise, c'est pas possible, parce que c'est un parcours vraiment trop particulier. Donc, je ne sais pas, je trouvais Brune tout de suite, et j'ai changé ce prénom. Et j'avais envie d'un personnage, oui, extrêmement fermé, et justement, qui voulait partir de cet endroit, des Landes, donc de ce village, qui est juste à la lisière de l'océan, qui est microscopique. Et je voulais faire rentrer un personnage qui justement ne voulait pas être là. Donc elle était forcément en rupture, elle voulait partir. Je voulais que ce soit une adolescente, une fille. J'ai 2 filles, alors je me sens plus à l'aise sans doute avec les personnages féminins. Et voilà, donc elle est créée, je l'ai créée. Pour la mettre en difficulté en fait. Je voulais un personnage qui soit en difficulté tout de suite. Voilà. J'ai vu aussi que vous veniez de publier un mini-cirrhose noir intitulé « Qui veut débarbouiller Picasso ». Qu'est-ce qui vous plaît dans ce petit roman ? Alors là, c'est pour une tranche d'âge, pour des enfants plus jeunes. Alors ce que j'aime beaucoup, je viens d'en finir un 3e justement. C'est le mélange de polar, de comédie et puis aussi d'intrigue autour d'un élément artistique. Donc là, c'est un tableau de Picasso qui est le Gobeur d'oursin. Donc c'est dévoiler une facette, une astuce sur ce tableau.
comment il a été fait, inventé, sur quoi. J'aime bien, oui, tourner. C'est plus, pour moi, c'est un petit peu de la comédie, mais polar aussi avec de la tension. Et j'aime beaucoup les personnages de la famille. Au départ, j'avais écrit un livre qui s'appelle, le premier épisode en fait s'appelle Qui a volé la main de Charles Perrault. Et j'avais créé cette famille pour un livre unique. Et puis ensuite, je me suis dit, ils sont trop rigolos, ces gens, cette famille, voilà, j'ai trouvé très marrant. Et j'ai essayé d'écrire une autre histoire avec ce personnage, et ça a marché. Et du coup, je viens d'en finir un troisième. Voilà. Pour finir, vous êtes en train d'écrire un nouveau roman aussi passionnant que Dossier Océan. Non, pas l'écrire, mais on est en train de réfléchir à l'adaptation avec une amie qui est réalisatrice. Donc ça, c'est le tout début. On en a eu l'idée, elle a lu le livre, elle a beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il est extrêmement visuel, ce livre, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont... Par exemple, dans les choses qui m'ont donné beaucoup de mal, c'était... les descriptions, et pour que ce soit fluide, par exemple, les descriptions de photos, les descriptions de déplacement des personnages qui se déplacent sur la plage, ça c'était très difficile. Donc filmer, voilà, c'est autre chose. Mais après, c'est un autre travail. Donc du coup, on est en train de réfléchir ardemment à tout ça. Voilà. Nous vous retrouvons sur le stand Pocket pour vous présenter le livre en avant-première de Licia Troisier qui s'appelle Les Royaumes de Nashira, tome 1, Le rêve de Talita. Je vais vous lire la 4e de couverture. 2 soleils brillent dans le ciel de Nashira, mais l'un des deux est maléfique et menace les royaumes. Le monde de Nashira est au bord de l'asphyxie, brûlé par la chaleur. Talita, jeune comtesse recluse dans un monastère, est chargée de veiller sur la pierre de l'air, unique source d'oxygène pour les habitants. Mais lorsqu'elle découvre que son royaume sera bientôt anéanti, consumé par un soleil destructeur, Talita la rebelle décide d'agir. Accompagnée par son fidèle esclave Seth, elle entreprend un voyage jusqu'aux terres glacées du royaume de l'hiver afin de sauver Nashira. Je suis sur le stand des éditions Fay avec Patrick Marty, que je vais interviewer. Pouvez-vous nous présenter votre série pour ceux qui ne la connaissent pas encore ? Alors la série du juge Bao, c'est une série qui compte les aventures d'un juge chinois qui a existé, c'est un personnage historique donc, qui a existé au XIe siècle en Chine sous une dynastie qu'on nomme la dynastie des Song du Nord. Voilà. C'est donc un juge, enquêteur, qui se déplace de province en province pour enquêter sur des malversations et mener une opération main propre, c'est-à-dire examiner les comptes de l'État et regarder s'il y a des manifestations tangibles de corruption. Comment avez-vous découvert ce personnage historique de la Chine ? Alors j'ai découvert ce personnage en 2008 pendant un de mes voyages. Il faut savoir qu'en Chine, le juge Bao est extrêmement connu. On peut le voir régulièrement, quotidiennement même à la télévision, puisqu'il y a des séries télévisées qui racontent ses aventures avec ses personnages historiques qui l'entourent, son médecin légiste, greffier, son page, son officier de police, Chen Zhao, etc. Et c'est donc un personnage ultra connu, et ce qui est intéressant pour moi et pour la maison d'édition avec laquelle je travaille, c'est que parler de ce personnage, c'était aussi faire connaître un pan de la culture chinoise qui n'était pas du tout connu ici. En général, en France, en Occident, on connaît les aventures d'un juge célèbre qui s'appelle le juge Ti, qui a été romancé par un auteur qui s'appelle Robert Van Gulik et qui est décédé aujourd'hui et qui a vécu dans les années 50, 60, 70 pas mal son œuvre s'est développée à cette période-là. Et il s'était amusé, entre guillemets, à raconter les histoires de ce juge chinois qui était, lui, situé dans le temps au niveau du 7e, 8e siècle. Voilà. Donc ce qui était important pour nous, aux éditions Fay, c'était de faire connaître ce personnage historique, ce magistrat hors norme, au public français. Comment travaillez-vous avec Chongyi Ni, le dessinateur ? Alors, mon complice Shang Grenier est un monsieur, pour parler de lui un tout petit peu, qui a un petit peu plus de 70 ans aujourd'hui, qui a donc une grande carrière
de graphistes pour travailler ensemble, eh bien voilà, lui ne parlant pas un mot de français et moi pas un mot de chinois, on travaille grâce à des traducteurs qui sont de très bons traducteurs qui nous permettent d'échanger soit par mail, soit carrément au niveau du script. Quand j'écris le scénario, je suis très précis. Je découpe tous les mouvements des personnages, la place qu'ils ont dans l'image, la grandeur de l'image, comme on le ferait pour un scénario de film, puisque mon métier original c'est de faire des films. Alors, à l'origine, je suis venu à la bande dessinée après. Donc comme tout est extrêmement précis, aussi bien tant pour les dialogues, bien sûr, là les dialogues sont précis, mais tant pour les dialogues que pour la mise en scène, et que c'est très bien traduit, il y a en général très peu de réajustements ou de discussions entre nous. Et comme il s'est tout de suite senti très à l'aise avec l'histoire, les personnages, puisque alors lui il connaissait aussi très bien, on n'a jamais eu véritablement de soucis, on est même plutôt très heureux de collaborer ensemble. Voilà. Le 5e tome vient de paraître. Avez-vous prévu un nombre de tomes? Oui. Nous avons prévu un cycle de 6 tomes, donc le 6e est en ce moment en train d'être dessiné par Chang Grenier. Là il vit aux États-Unis et il est en train de finir donc cet épisode. Donc ça racontera le retour de notre juge à la cour où il exposera toutes les enquêtes qu'il a pu et tous les personnages qu'il a pu arrêter pendant ses enquêtes au cours de son voyage au cœur des provinces. Pouvez-vous nous présenter les éditions Fay? Je crois qu'elles ont été créées avec le premier tome de votre série. Comment s'est effectuée votre rencontre? Oui, c'est bien, vous êtes très bien renseigné, donc c'est vraiment ça. Le premier tome du Juge Bao a ouvert la voie à la série du Juge Bao, et pas simplement, puisqu'on a aussi mis au point une sorte de méthode qui est une façon de fonctionner plutôt, qui est de faire travailler des auteurs français, des auteurs chinois ensemble sur les mêmes œuvres. C'est-à-dire que les auteurs chinois s'occupent du dessin, dessinent, sont en général responsables du graphisme, et les auteurs français sont les responsables du texte. Et donc quasiment toutes nos œuvres de création, que ce soit Bao, que ce soit Yaya ou Shih Tzu ou Nankin, etc., fonctionnent sur le même principe. Voilà. Donc la maison d'édition des éditions Fay a été créée par une jeune chinoise qui a voulu faire connaître sa culture au travers de la bande dessinée, puisqu'elle a connu, ses premières histoires lui ont été racontées par son père. Grâce à ces petites bandes dessinées, elle a pu rencontrer des auteurs occidentaux comme Victor Hugo ou Dumas ou des gens comme ça. Voilà. Avez-vous d'autres projets en cours? Auxquels pensez-vous? D'autres projets en cours, oui, bien sûr. Il y a d'autres BD qui sont en chemin. Je pense qu'après le cycle de Bao, on songe déjà à imaginer une autre partie de la vie du juge Bao. Et puis, oui, il y a d'autres projets dans les classiques également qui vont sortir, parce qu'on a prévu de sortir quatre grands classiques qui sont au bord de l'eau, les 3 royaumes. Et là, cette année viendra le voyage vers l'ouest, et puis Rêve de pavillon rouge pour achever le cycle des 4 grands classiques. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai sélectionné la série Ad Astra chez Kiyun. Sicile, 241 avant Jésus-Christ, après 2 décennies de conflit avec Rome, l'armée carthaginoise menée par Hamilcar Barca doit déposer les armes. Son fils Hannibal a 6 ans quand il assiste à cette bataille. Mise en déroute, Carthage doit un tribut astronomique au vainqueur et l'enfant est témoin, impuissant de l'illumination des siens. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche et donné envie de croquer tous ces livres. À vendredi prochain dans le dernier reportage au Salon du Livre. Allez, bye!